Ali Mouba, nous rendons hommage à notre regretté Georges Déthié Diop, vous le savez, rappelé à Dieu mercredi dernier. Il repose désormais au cimetière de Niagaïniao, son village natal. Nos hommages. Ce matin donc, trois secousses majeures interrogent notre pays, trois dossiers différents, mais une même question, celle de la responsabilité, la crise universitaire. Vous le savez, tout est parti lundi dernier de l'éruption des forces de défense et de sécurité dans le campus de l'université de Dakar. L'intervention a généré chambres d'étudiants défoncées, bien vandalisées, violence jusque dans les espaces privés et surtout la mort d'un étudiant, Abdoulaye Ba, tué dans sa chambre alors qu'il ne manifestait pas. Depuis, le gouvernement parle de vandalisme. Le procureur évoque l'absence d'éléments confirmant des violences physiques sur la victime. Des médecins qui contestent évidemment cela. Des voix politiques qui interrogent. La crise est désormais sécuritaire, judiciaire et politique. Deuxième sujet qui va nous occuper ce matin, la possible candidature de Macky Sall à l'ONU. Le nom de l'ancien président circule pour le poste de secrétaire général. En tout cas, on devrait l'évoquer à la faveur de la 39e session de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, l'Union africaine, à Addis Abeba. Eh bien, c'est une ambition diplomatique majeure, mais déjà des débats émergent, y compris au sein de la majorité. Enfin, une affaire d'une extrême gravité, des accusations qui évoquent un réseau qui aurait organisé la transmission volontaire du sida, des faits présumés encore à établir, bien sûr. Pour en débattre, évidemment, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Abdou Fouta Diakhoumpa. Bonjour Abdou Fouta. Bonjour. Vous êtes inspecteur du travail à la retraite, vous êtes formateur à l'École nationale d'administration du Sénégal. Bienvenue. Merci. Bien. À vos côtés, Doudou Sall, il est colonel de gendarmerie à la retraite. Bonjour Doudou. Bonjour Alimou. Très bien. Alors donc, première question sur cette crise universitaire. Colonel, je m'adresse à vous. L'éruption des forces de défense et de sécurité de la police, en tout cas principalement dans les chambres d'étudiants, correspond-elle selon vous aux standards du maintien de l'ordre en milieu civil? Question directe. Mais effectivement, je crois que c'est vraiment la question que se posent beaucoup de Sénégalais. Le ministre a justifié cette intervention. Le ministre de l'Intérieur, tout à fait, a justifié cette irruption des forces de sécurité dans le campus par des renseignements. Et le ministre de l'Enseignement supérieur aussi a justifié cette intervention en alléguant de son caractère légal, le campus étant hors du champ des franchises universitaires. Cependant, c'est le modus operandi qui est interrogé. Est-ce que les forces de l'ordre n'ont pas dépassé ou sont restés dans le cadre légal défini du maintien de l'ordre? Et je crois que c'est effectivement une question qu'on peut se poser, vu les images qui les montrent maltraitant les étudiants, et effectivement leur éventuelle implication, ce que le procureur ne semble pas peut-être corroborer, mais leur éventuelle implication dans la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, peut-être on rappelle des faits, on va remonter au vendredi, Abdou Fouta Diakhoumpa. Ce jour-là, souvenons-nous, en réaction au retard persistant dans le paiement des bourses, des étudiants organisent une journée sans ticket, ils mangent sans présenter évidemment leur ticket, ça s'appelle JST. En réponse, le Centre des œuvres universitaires de Dakar ordonne la fermeture immédiate des restaurants. Conséquence, Abdou, des étudiants déjà fragilisés se retrouvent sans accès à la restauration, le mécontentement monte, des groupes bloquent alors l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar et la Corniche Ouest. Les forces de police présentes sont repoussées, des images circulant montrent des étudiants occupant l'espace, certains proclamant, je cite, que l'étudiant n'a jamais perdu une bataille. Un week-end ensuite de tension sociale, du vendredi au dimanche, la situation reste tendue, privée de restauration, certains étudiants disent avoir dû solliciter de l'aide à l'extérieur, tandis que d'autres s'organisent en préparant
parents des repas collectifs sur le campus. Le mot d'ordre qui circule dans plusieurs vidéos est clair, pas de confrontation, mais une revendication matérielle, du pain, pas de la bagarre. Eh bien, l'un du changement d'échelle, très tôt le matin, un dispositif sécuritaire massif se déploie autour et à l'intérieur du campus, véhicules blindés, unités spécialisées, présence visible, une entrée spectaculaire qui contraste avec les messages diffusés par certains étudiants affirmant ne pas vouloir d'affrontement. Alors, Abdou Fouta Diakhoumpa, dès lors, une question se pose. S'agissait-il, selon vous, d'une simple opération de rétablissement de l'ordre ou d'une démonstration de force destinée à reprendre un territoire symboliquement perdu quelques jours plus tôt? Merci. Peut-être rectifier que le déploiement n'a pas commencé le lundi matin, mais bien le dimanche. Moi, j'ai vu de mes propres yeux. Dimanche déjà. Oui, dimanche vers 17h, comme on a l'habitude d'organiser une rencontre qu'on appelle une sorte de grand place à l'université avec des amis de la fac, de l'ENA et autres. Moi, j'ai vu sur l'avenue Cheikh Anta Diop, dans sa section entre le rond-point en face de la porte principale du coude jusqu'au canal 4, les camions, chars de combat... étaient déjà positionnés? Oui, chars de combat, camions, chars de combat, cars et génies stationnés. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Dimanche Dimanche 17h. Des chars. Tout autour de l'université, parce que c'est l'université qui nous sert de cadre de rencontre, tout le monde connaît, il y avait un dispositif, donc des GMI. Ça veut dire, donc le dispositif était là. Et donc, certainement, la décision d'encercler et d'entrer dans l'université devait être prise bien avant. Autre chose, j'ai l'impression que tous les régimes qui se succèdent au Sénégal ne prennent jamais leçon sur ce qui s'est passé avant. Tout le monde savait que si les GMI entrent au niveau du campus social, il y aurait, en tout cas, à défaut d'un mort, il y aurait des blessés. Parce qu'à l'heure actuelle, personne ne parle des blessés à cause du mort. Mais certainement, il doit y avoir des blessés. Parce que quand on regarde les vidéos, les gosses qu'on, disons, tabassés, et même des GMI qui prenaient leur casque pour les frapper à la tête. Je pense que toute cette violence-là, c'était comme si les policiers avaient une revanche à prendre sur les étudiants. Parce que, certes, moi, j'avais cours à l'université le vendredi, donc, parce que toute la semaine, j'ai toujours cours à l'université, du lundi au samedi. Alors, le responsable de classe fac de droit, Master 2, m'a appelé pour me dire, bon, ça chauffe ici, il n'y aura pas cours d'après l'administration. Et donc, je me suis intéressé à ce qui s'est passé via les vidéos postées. Et on a vu, si les vidéos sont exactes, parce que bon, il y a tellement de manipulations maintenant dans les réseaux sociaux, que non seulement ils ont dégagé les gémis qui étaient sur la corniche, mais ils ont occupé la corniche et on voyait même un étudiant sur sa chaise dire « Fignon comme homme ». Donc, ce retour en force, donc c'était vendredi, comment dirais-je, le lundi, c'était comme si c'était une revanche que la police voulait prendre sur les étudiants. D'autant plus que nous savons tous, et je le dis en pleine connaissance de cause, parce que depuis octobre 1982, je suis dans l'espace universitaire ou à proximité, depuis 1982. Alors, nous savions tous les rapports heurtés qu'il y a, qui a toujours existé entre les policiers et les étudiants. Je rappelle toujours à mes étudiants que mes professeurs à moi, vu mon âge, se sont confrontés aux gardes-cercles, moi, étudiants, battus avec les, comment dirais-je, les génies. Mes enfants, même chose, et maintenant, c'est la catégorie de mes petits-enfants qui sont à l'université et qui se battent avec. Donc, je veux dire, cette tradition est là, et je crois qu'un gouvernement doit pouvoir gérer cela. Gérer cela, c'est quoi? C'est anticiper sur les problèmes. On a eu à le dire ici, au niveau de cette émission, même remis maintenant, je me souviens, c'était en décembre, parce que la question s'était posée, il y a eu d'ailleurs une grève, une confrontation, que l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, lors de la passation de service avec le ministre
Ngom, lui a dit qu'il faut faire attention à la période de septembre à novembre parce que c'est la période des rappels. Donc je veux dire que le gouvernement était averti qu'il y aurait certainement ces contestations et ces protestations. Donc, au lieu d'envoyer les forces de l'ordre, rétablir un ordre qui a été en tout cas plus ou moins bouleversé par le fait du gouvernement, ça veut dire le fait de ne pas payer les bourses à temps, il fallait tout simplement, à mon sens, trouver l'argent, payer les bourses, il n'y aurait pas de problème. D'autant plus que je termine, si je suis convaincu, et nous tous nous le savons, qu'on le dise ou non, si les gémis n'étaient pas entrés dans le campus social, certainement Ablaïba serait encore avec nous. Alors donc, colonel Doudou Sall, plusieurs spécialistes des questions sécuritaires, d'anciens commissaires de police, d'anciens colonels de gendarmerie ont analysé les images, les témoignages issus de cette intervention. On a vu, peut-être j'imagine vous aussi, parce que vous êtes un homme de l'art, leur constat est troublant. Beaucoup évoquent une opération qui n'a pas été menée avec le niveau de maîtrise habituellement associé aux forces de défense et de sécurité de notre pays. Ils parlent d'une émotion qui aurait pris le dessus sur le professionnalisme, d'une possible rupture dans la chaîne de commandement d'unités semblant parfois agir de manière désordonnée. Alors, certains vont même plus loin. Ils disent avoir eu le sentiment d'une intervention marquée par une logique de réaction, voire de vendetta. Vous êtes un colonel de gendarmerie. Qu'est-ce que vous avez vu? Oui, on peut déjà penser que effectivement certaines actions, certains éléments ont semblé un peu échapper à la hiérarchie. Parce que la hiérarchie, en général, de manière constante, ne cautionne pas et justement, dans le même temps, certaines images montrent des officiers appelant clairement à des arrestations sans violence. Mais malgré ces consignes, Doudou, tous les éléments ne semblaient pas suivre. Effectivement, et ça c'est un peu la conformité à la doctrine qui n'a pas été observée. La doctrine veut que les éléments interviennent en unité constituée. Les éléments isolés sont dangereux. Il y en avait beaucoup. Hein. Il y en avait beaucoup sur le campus. On a vu beaucoup de vidéos des éléments isolés, de gens isolés qui agissaient. Les éléments isolés sont aussi sont un peu, disons, insaisissables et sont dangereux parce qu'ils peuvent avoir peur devant les manifestants et utiliser la force. Mais les vidéos qu'on a vues, il n'y avait pas de manifestants agressifs. On a vu des gens qu'on a pris, qu'on frappé. Ça, on l'a vu. Effectivement, vous savez, la présence des forces de l'ordre, je crois que le doyen vient de parler un peu de la présence massive des forces de l'ordre un jour avant. Mais ça, c'est aussi souvent pour montrer la force pour ne pas l'utiliser. C'est une surréaction. Et les éléments isolés, souvent, sont en surréaction et échappent à leur chef, à leur hiérarchie. Et souvent, la hiérarchie est très gênée quand elle voit que certains éléments sont un peu des électrons libres. Et je crois que la doctrine réfute cette tendance. Malheureusement, et ça a été un peu évoqué par des spécialistes, la formation peut-être n'est pas suffisante. La formation n'est pas performante. Et ça, c'est certainement avec les sureffectifs qu'on a plus ou moins constatés depuis quelques années. Peut-on parler d'une force un peu perdue sur le terrain? Je dirais plutôt des éléments incontrôlés. Mais dans l'ensemble, si vous remarquez bien, c'est souvent des actions qui sont assez cachées. Les éléments. C'est isolé. Voilà, isolés. Et mais moi, effectivement, on a vu aussi Abdou Fouta, peut-être vous aussi vous avez vu ces vidéos, des éléments de la BIP. Ça, c'est pas forcément des gens qui ne sont pas très bien formés. C'est vraiment l'élite de la police qui est entrée en fanfare à l'université, arme au poing, et aller chercher des étudiants avec d'autres forces de l'ordre. On les a vus violenter des étudiants sur les vidéos. Effectivement, en général, les éléments c'est des élites. C'est des élites, c'est des gens bien formés. Souvent, c'est fort d'un renseignement sur la dangerosité de certains éléments, certains manifestants, qu'on peut solliciter. Mais il faut
parce que ces éléments sont des élites, ils s'attaquent un peu C'est la première fois que je vois la BIP à l'université. Je crois que le ministre a parlé de renseignement et je crois que c'est certainement fort de renseignements avérés ou non avérés. Je ne peux pas dire que des éléments d'élite sont plus ou moins utilisés. Je ne sais pas, pour le moment, à mon niveau, je ne peux pas donner le bien fondé de cette intervention. Mais je dis tout simplement, dans le principe, ces éléments sont utilisés dans ce qu'on appelle le haut du spectre. C'est plutôt donc un danger qui est assez, qui dépasse les éléments constitués, les unités constituées qui sont dans le maintien de l'ordre. Problème de discipline ou défaut de commandement, selon vous? Je crois que les deux, hein, je crois que le commandement n'a pas su bien maîtriser le commandement sur le terrain. Hein, je veux dire, les commandants de peloton, les capitaines qui sont... Ils n'ont pas été bons sur le terrain. Ils n'ont pas pu maîtriser les éléments au point que ces éléments s'adonnent à des exactions. Je crois que les images montrent des exactions et ces éléments... Vous l'avez bien dit, il y a certains des chefs qui ont même... On les a entendus dire non, pas de violence. Pas de violence. Donc, et pourtant, on a vu les consignes permanentes. Ouais. C'est les consignes permanentes. Malheureusement, quand les éléments ne sont pas maîtrisés, et ça c'est dû à la formation, je viens de vous le dire, et souvent, effectivement, on a ces genres de dérives. Et si Abdou Fouta Diakhoumpa, comme le disent certains, la réponse sécuritaire du lundi avait été influencée peut-être par une appréciation politique du risque, au lendemain des violences, le ministre de l'Intérieur a soutenu que les étudiants, on l'a dit, préparaient une forme de vendetta sur le campus, une menace anticipée qui aurait pu justifier dans l'esprit des décideurs un déploiement massif et préventif. Mais à ce stade, il faut le dire, hein, aucun élément documenté n'est venu étayer clairement cette thèse. La vidéo produite pour illustrer ce risque a été contesté. Les étudiants affirment qu'elle a été sortie de son contexte et la plateforme indépendante Africa Check a elle-même remis en cause sa pertinence. Dès lors, Abdou Fouta Diakhoumpa, une question surgit. Le politique a-t-il surréagi à une alerte issue du renseignement selon vous? Oui, cette question contient sa propre réponse. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une surévaluation du risque. Mais ce qui est déplorable et que les gens très souvent, disons, critiquent, c'est l'autorité qui a peur. Une autorité ne doit pas avoir peur. Quel que soit le renseignement qu'on a eu à donner au ministre qui s'occupe de la sécurité publique, au campus, les étudiants, on les connaît, ne peuvent pas constituer en tout cas un grand danger. Nous nous souvenons tous ici, et c'est déplorable, c'est ce que je dis, c'est comme si les gouvernants n'ont pas de mémoire, tout ce qui a été dit entre 2021 et 2023. Et dit sur ceux qui gouvernent à l'heure actuelle. On a eu commando, force de tel. On nous a tellement fait peur, comme s'il y avait un danger imminent qui allait faire éclater le Sénégal, alors qu'en fin de compte, on n'a jamais eu les preuves. La deuxième chose, le colonel l'a dit, c'est la formation. Malheureusement, maintenant, on ne forme plus bien les gens. Bon, c'est dommage, quoi. Parce qu'on ne peut pas former en masse des éléments de qualité. Ce n'est pas possible. Moi, je le disais même à l'ENA, qu'on ne peut pas, une promotion, quand ça dépasse 20 personnes, vous ne pourrez pas jouer sur la qualité. L'autre élément, c'est que j'ai l'impression que ce sont les mêmes arguments que les tenants du pouvoir, que ce soit depuis le pouvoir PS, parce qu'on était là jusqu'à présent, utilisent pour montrer, comment dirais-je, justifier une intervention policière extrêmement violente. Si l'information était vraie, pourquoi attendre le lundi matin? Parce que moi, j'ai vu le dispositif. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Beaucoup de personnes qui nous entendent diront que le dispositif était là le dimanche au moins à 17h. Parce que moi, je suis passé à 17h. Pourquoi ces éléments d'élite ne sont pas partis la nuit régler le problème? Parce que quelquefois, le danger ne peut émaner que de personnes, des personnes situées.
Parce qu'on connaît bien la police sénégalaise avec les renseignements. Ils sont dans le campus. Il y a même certains étudiants qui sont de vrais policiers. Moi, je l'ai vécu quand j'étais étudiant. Je connaissais quelqu'un avec qui j'ai grandi à Bambey, qui était dans le campus, qui y vivait, qui était un policier, qui était étudiant. Moi, je le connaissais. Alors, ça veut dire que donc, le danger était là. Pourquoi la BIP ou autre n'est pas partie la nuit vers 3 heures du matin cueillir ces gens? Il y aurait moins de grabuge. Pourquoi attendre le matin, entrer avec des chars, comme s'il y avait une section de Al-Haïda au campus? Pourquoi? C'est-à-dire, souvent, on se pose des questions. C'est-à-dire, est-ce que la réponse a été proportionnelle au soi-disant danger? Autre chose, il faudrait qu'on en arrive un jour à concilier les populations avec les forces de l'ordre. Parce que dans le chiché, dans l'inconscient des Sénégalais, le policier comme le gendarme n'est perçu que comme un élément de la répression, alors qu'il n'en est rien. Ça veut dire, au lieu de voir le gendarme comme quelqu'un qui assure votre sécurité, vous le voyez toujours, et ça on n'y peut rien, hein, c'est dans le subconscient. Et je crois que ça doit remonter à l'époque coloniale, quand les troupes coloniales ont brûlé nos villages, massacré nos ancêtres, exilé nos grandes personnalités. C'est le même comportement. Vous vous souvenez quand on devait ériger la gendarmerie à Ngor, les populations s'y sont opposées. Alors qu'une gendarmerie, c'est pour la sécurité de la population. Tout le monde s'en souvient. Là aussi, chaque fois que vous laissez entrer les gémis au campus, même s'il n'y a pas de problème, il y aura bagarre. Parce que c'est dans l'inconscient des gens. Il faut que les gouvernants s'en rendent compte. Donc il faut toujours éloigner la police du campus. Ensuite, nous avons vécu ici les événements de 2023. Quand l'université, on a brûlé l'université, mais les forces de l'ordre ne sont pas entrées là-dedans. Et pourtant, tout le monde, je veux dire, les renseignements généraux savaient qu'il allait y avoir des dégâts. Parce que, je veux dire, tel que je les connais avec le professionnalisme, ils ne pouvaient pas ne pas savoir qu'il y aura manifestation. Mais les gens ne sont pas entrés dans le campus. Ne sont pas entrés dans le campus. C'est pourquoi les étudiants ont brûlé des voitures, le grand chapiteau qui est à la fac de droit et autres. Je veux dire, il faudrait que cette justification qui n'est étayée que par la peur, quelque part, en tout cas, qu'on nous serve autre chose, quoi. Moi, j'ai l'impression que très souvent, c'est pour plus ou moins corriger, punir, sanctionner des étudiants qu'on intervient plutôt que pour établir l'ordre. Alors, Doudou Sall, colonel Doudou Sall de la gendarmerie, dites-nous, le milieu estudiantin, un milieu sensible, la gendarmerie et la police doivent-elles intervenir dans cet espace confiné selon vous? Je crois qu'il faut trouver un juste équilibre. Il y a un fait. Les forces de l'ordre, en général, essaient de montrer la force pour ne pas l'utiliser. C'est ça la doctrine. Maintenant, depuis quelques années... Mais ça n'a pas marché. Donc lundi, on a montré la force, mais finalement, on s'est battu. Voilà. Et même, je crois que c'est depuis 2021. Enfin, depuis 2021. On a eu des bavures policières depuis 2011. Hein. En 2011, il y a eu pratiquement une dizaine de morts. 2021, on a eu 2021-2024, on parle de dizaines. On parle de 60 à 70 morts dans les manifestations. Cela veut dire que effectivement, l'utilisation de la force est disproportionnée. Parce qu'avant, on n'avait pas ça. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas encore, disons, de solution à ça? Je crois que c'est plus politique qu'opérationnel. Je crois que sur le plan politique, il faut, disons, trouver des mécanismes, essayer de faire en sorte que les forces de l'ordre soient confiantes, puissent faire leur travail, sans pour autant que ce soit sous la pression du politique. Très bien.
Alors donc, Abdou Fouta Diakhoumpa, cette décision, en tout cas une autre, on a vu qu'il y a eu beaucoup de développement depuis quelques temps, depuis les violences du campus. On dira qu'une ligne de fracture est en train de se préciser entre l'autorité et les étudiants. Le ministre de l'Enseignement supérieur reste ferme sur un peu la question des bourses, la dissolution des amicales décidée par le conseil académique dans la foulée, mais cette décision est aujourd'hui contestée sur presque toute la ligne. Le CS, le syndicat des enseignants du supérieur, n'est pas d'accord. Le Sud-Est, ESR, UCAD, du côté des étudiants. Dans la réalité du terrain universitaire, les amicales ne sont pas, on le sait, seulement des structures militantes. Elles jouent un rôle de régulation sociale. Le campus, il est fermé au lendemain des violences, le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a le rompu. Alors, à quoi jouent les autorités Oui, j'ai l'impression, et je vais le répéter certainement pour la troisième fois, que les autorités de quelque régime que ce soit ne prennent pas des leçons du passé. On a eu à dissoudre les amicales, à les suspendre, mais ce n'est pas une solution. C'est comme si aujourd'hui tu es jeune, en fin de journée, tu as soif, tu prends du Sprite. Mais 15 minutes après, tu as soif, il faut boire de l'eau. Ça veut dire que la dissolution, ce n'est pas une solution. Comment dirais-je, la répression n'est pas une solution. Parce que tant que persistera le problème, il y aura toujours des bagarres. Tant que persiste, quel est le problème? Quand nous l'analysons, parce qu'on ne peut pas détacher l'université de la société sénégalaise, mon grand frère Mama Diakhoumpa aime dire que ñaari góor saa bu ñu jotee, je le dis en wolof, je vais le traduire en français, jigéen la baa xaalis. Autrement dit, il dit chaque fois qu'il y a problème entre deux hommes, c'est l'argent ou la femme, c'est vrai. Mais regardez, chaque fois qu'il y a des problèmes à l'université, principalement c'est cette question de bourse. C'est comme avec les enseignants. Chaque fois qu'il y a un problème, grève des enseignants, ce sont des revendications salariales, rarement pédagogiques. Alors, quelle est la solution? C'est de payer les bourses et à temps. Payer les bourses et à temps supposerait qu'on trouve des ressources. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire à mes amis, et ça c'est depuis très longtemps, j'étais fonctionnaire sous Senghor, le salaire c'était 63 000. Sous Senghor, j'étais fonctionnaire. Tous ceux qui étaient fonctionnaires sous Senghor savaient que rare étaient ceux qui avaient 100 000 francs. C'était pas rien non plus. Non, pas du tout. Même sous Abdou Diouf, les sortants de l'ENAM, c'était 115 000. Alors, j'avais l'habitude de dire aux gens, n'épargnez pas, quand ce que vous avez n'est pas suffisant, il faut aller trouver des ressources. Je pense que le gouvernement doit aller trouver des ressources pour faire face aux 84 milliards. Et ne pas penser les diminuer, parce que tant que elle va s'inscrire dans cette perspective, il va s'inscrire dans cette perspective, le gouvernement, on aura des problèmes. Il faut qu'on trouve des ressources pour pouvoir couvrir les bourses des étudiants. C'est ça. Mais penser réduire ou trouver une formule qui permettrait de ne plus faire des rappels, etc., ça ne règle rien, absolument rien. Et je vous le dis maintenant. Maintenant, le silence du gouvernement, peut-être... vous interrogez oui, le silence s'explique par la recherche. Le président de la République, on n'entend oui, presque pas. Peut-être ça s'explique par la recherche de solutions, parce que la diplomatie aussi a besoin de silence. Peut-être il y a des gens, des médiateurs qui sont là, qui sont en train de renouer le contact, en tout cas de discuter de part et d'autre pour trouver des solutions. Quelle que soit en tout cas la solution, la seule qui vaille, c'est les étudiants demandent de ne déjà plus... pour Abdoulaye Ba avant de oui, la question des bourses. Et sur ce point, peut-être juste rappeler que le procureur de la République dit clairement que pour le moment, les éléments disponibles ne corroborent pas les rumeurs faisant état de violences physiques exercées qui seraient exercées sur la victime. Oui, mais nous sommes dotés de tous de nous sommes tous dotés de bon sens. En tout cas, quel que soit le résultat de l'objectif, personne, je dis personne, ne va croire que le jeune Ba, un garçon de 20 ans, dont on décrit comme quelqu'un de sage, qui est responsable, qui voulait aider sa famille, qui était dans une filière prometteuse. Parce qu'il faisait quelque chose qui allait lui donner un métier dans le public ou immédiatement dans le privé, allait se sacrifier. Personne ne peut croire à ça. S'il est mort, c'est une mort violente.
En tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, tout le monde va penser qu'il est mort sous des sévices. En tout cas, même si ce n'est pas provoqué directement par l'intervention, peut-être, imaginons... Le problème ici, c'est ouais, c'est ce que je veux dire. forces de l'ordre défoncer les portes. Oui, c'est ce que je veux dire. Imaginons qu'il défonce les portes, qu'il saute. Donc, ça veut dire que même si c'est le saut qui a entraîné le traumatisme, la cause vient de l'entrée des policiers dans le campus. En gros, je pense que le mieux, ce serait peut-être d'attendre la fin de l'instruction pour savoir quelle est la cause, mais jusqu'à la preuve du contraire, l'essentiel des Sénégalais, comme vous et moi, allons penser qu'il est mort parce que certainement on a eu à le frapper. Et à le frapper quelque part qu'il ne faut pas. Et la preuve, c'est qu'on les a vus frapper des gens qui étaient sans défense. On les amène vers le véhicule, mais ils ne font rien. Je veux dire, ils ne bougent même pas. Mais ils continuent à les frapper avec les matraques, avec des casques. Souvent, je me demande pourquoi cette violence. Évidemment, comme il l'a dit, le colonel, c'est la formation. Mais aussi, je crois qu'il y a le conditionnement. Il faudrait qu'on l'aborde aussi. Le conditionnement, des fois aussi, crée cette violence chez les hommes. Vous savez, je crois qu'en dehors de la Nos formation... forces de défense et de sécurité conditionnées pour être violentes. Oui, en dehors de la formation, qui est quand même un pilier, il y a également l'environnement, le conditionnement. Et l'environnement, c'est vraiment l'organisation, le respect des normes standards. Je crois que le doyen l'a souligné. La répression ou les relations heurtées, violentes, les relations violentes entre forces de l'ordre et population, étudiants, doivent être étudiées dans leur globalité. C'est quoi on doit agir pour changer ça, selon Je crois qu'il faut déjà comprendre qu'on a hérité ça de la coloniale. L'indigène était un peu un sujet et l'administration, de manière générale, était un peu, disons, était répressive. Donc, jusque-là, on a gardé ce schéma. Voilà, je crois que c'est à ce niveau qu'il faut agir. Le colonel, c'est vous les formateurs. Pourquoi vous n'avez pas agi sur je pense que déjà, je le disais tout à l'heure, c'est au niveau politique qu'il faut peut-être tracer. Le Premier ministre a parlé quand le mardi 3 février passé, quand il est allé à l'école de police. Il a parlé de nouvelle doctrine du maintien de l'ordre. Cette nouvelle doctrine, je crois que la doctrine sur le plan opérationnel existe. C'est la doctrine au niveau stratégique qu'on n'a pas. Et là, il faut introduire le citoyen dans le contrôle. Il faut introduire le contrôle citoyen dans l'action. Il l'a dit, mais 2 jours après, on a vu ce qu'on a vu. Voilà, parce que la doctrine n'a pour le moment, je crois qu'on est au niveau de la réflexion. Et il faut associer tous les acteurs. Parce qu'en général, quand on mène une réforme au niveau de l'administration et surtout au niveau des forces de défense, c'est la hiérarchie qui conçoit, même si elle peut consulter un peu les parties prenantes, mais c'est la hiérarchie qui conçoit. On n'associe pas les autres parties prenantes comme les populations, les citoyens. Et ça, le contrôle citoyen doit être la transparence, parce que le contrôle citoyen amène plus de transparence dans l'action des forces de sécurité envers les populations. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les forces de sécurité font des prestations. C'est comme un médecin. Les prestations de santé, c'est les médecins. Et quand les médecins font des erreurs, on les interpelle. Les prestations de sécurité, c'est les forces de l'ordre. Et actuellement, on n'en est pas arrivé à pouvoir interpeller les forces de l'ordre quand il y a des erreurs, quand il y a des bavures. Les forces ne se remettent pas en cause. Et souvent, donc, la doctrine, pour moi, devrait s'appuyer, en tout cas, insister sur la capacité des populations. Est-ce qu'il vous arrive de débriefer lorsque vous êtes sur le terrain et que des opérations comme ça se mènent par, on dira, on flop, parce que quand même, ce qu'on a vu à l'université,
c'est pas de nature à... Je dirais plus. Je dirais plus. Oui. Non seulement il y a les débriefings, les leçons à tirer, les enseignements, mais il y a les sanctions. Souvent, ces sanctions sont internes parce que jusqu'à présent, on a un réflexe de garder par devers nous les mesures disciplinaires et parfois même statutaires. Est-ce que vous savez que dans la gendarmerie que je connais, il y a tellement il y a beaucoup d'éléments qui sont, disons, révoqués pour des faits donc visiblement, c'est pas dissuasif. Il faut surtout dire que c'est pas assez divulgué. Parce que jusqu'à présent, on pense que c'est une faiblesse de montrer que on a fait des erreurs, un de nos éléments a fait des erreurs, on l'a sanctionné et on garde ça par devant nous. Je crois que c'est au niveau interne, c'est pas dissuasif non plus chez les éléments. Ce qu'il faut retenir, c'est que la majeure partie des éléments sont quand même conformes, essaient de se conformer à la réglementation, à la doctrine. Maintenant, c'est sûr que ce qu'il faut faire, et le doyen en a parlé tout à l'heure, c'est la perception des populations. Il faut arriver, il faut agir sur il faut arriver à regarder ce dont les populations ont besoin et essayer d'aller vers ces populations, de leur montrer ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de faire de mal. Parce qu'une dérive, une bavure, il ne faut pas, je crois, la cacher. Il faut peut-être la reconnaître et montrer les sanctions qui sont prises et éventuellement les mesures, disons, définitives qui sont prises. Et ça, c'est dans le cadre de la doctrine, c'est dans le cadre du contrôle citoyen. Parce qu'en matière de renseignement et en matière d'enquête, les policiers et les gendarmes sont très bons. Ça, on le constate. Les crimes sont pratiquement tous élucidés au Sénégal. Vous avez parfaitement raison. Et c'est pourquoi il faut savoir montrer les bonnes choses, parce qu'on les montre. On voit. Et les populations, dans 90% des cas, apprécient le travail des forces de l'ordre. Maintenant, là où le bas blesse, il faut savoir le reconnaître et ensuite travailler. Et ça, c'est la transparence, c'est le contrôle citoyen et la communication. La communication de crise, vous avez parlé tout à l'heure du procureur c'est une communication de crise. Et je crois que le ministre de l'Intérieur et le procureur n'arrivent pas à convaincre les populations. Voilà, on a vu c'est exactement la balance ça. de réaction négative. Parce que cette communication avait peut-être pour objectif de lever le doute, de calmer, de demander, comme c'est écrit, de demander, d'estomper les rumeurs. C'est plutôt mais c'est le contraire qu'on a eu. Et même les experts, ça a heurté les experts au point que le collectif des médecins fasse un communiqué pour désavouer, pour en tout cas entrer en porte-à-faux avec le communiqué. Je crois que c'est quand même la communication de crise aussi qui nous échappe, qu'on n'arrive pas forcément à bien maîtriser. Faudrait-il être transparent pour une bonne communication de crise. Alors, Ousmane Sonko, qui est envoyé à Addis Abeba par le président de la République, c'est la 39e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Alors, Abdou Fouta Diakhoumpa, l'éventuelle candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU devrait y être débattue, mais une division déjà au sein de la majorité. Vous, comment comprenez-vous tout ça? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur... À quelques secondes, on va... Oui, quelques secondes sur les forces de l'ordre. Je crois aussi le fait de choisir des militaires, soldats, pour en faire des gendarmes et des génies, peut aussi expliquer plus ou moins leur comportement. Ah oui? Parce que, oui, quand on forme le soldat, qu'est-ce qu'on veut? On le forme pour être un guerrier, un homme. À la guerre. Oui. Raison pour laquelle, en tout cas, nous, les civils, on l'entend très souvent, ils ne nous considèrent pas. Ils pensent que le vrai homme, c'est le soldat. Alors, quand il y a cette mentalité, on y ajoute encore une autre couche par la formation à l'école de gendarmerie ou de police. C'est normal que la plupart du temps, que tu te comportes d'une certaine façon vis-à-vis des civils. Raison pour laquelle je pense que ce serait bien qu'on mette une certaine dose de civils dans les recrutements, des gendarmes simples, pas des officiers, parce que la plupart du temps, c'est au niveau des sous-officiers, officiers où on prend des civils, et des génies. Pourquoi ne pas prendre des jeunes qui ont un diplôme, qui n'ont jamais fait l'armée et les former comme policiers, et on verra.
Parce que quel que soit X, la plupart du temps, ce sont les hommes de rang, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent dans le langage militaire, qui font ces bavures. Parce que les officiers, la plupart du temps, en tout cas, se comportent mieux vis-à-vis des usagers du service public. Allez à la police, allez surtout au niveau de la direction du passeport. Souvent, vous entendez un policier répondre à quelqu'un ou réagir par rapport à une interpellation d'un civil qui est un usager, mais vous êtes ahuri. Vous êtes ahuri. Parce qu'il ne comprend pas son service. Mais évidemment, parce que souvent, ils oublient qu'ils sont là pour servir la population. C'est comme les fonctionnaires. Les fonctionnaires, souvent, tu vas dans le service, ils pensent que, bon, vous êtes leur obligé. Mais alors que tu es là parce que l'usager, c'est pour servir l'usager. Maintenant, quant à cette question de candidature de l'ancien président de la République, je crois qu'il faudrait qu'on puisse peser le pour et le contre. D'abord, s'il est candidat, parce que jusqu'à présent, je pense qu'il n'a pas dit qu'il est candidat. Non, pour le moment. S'il est candidat et s'il passe, est-ce que ce ne serait pas plus profitable pour le Sénégal et l'Afrique que s'il ne l'est pas? Parce que souvent aussi, il faudrait qu'on dépasse certains ressentiments qui ressemblent à de la rancœur, pour ne pas dire de la rancune. On a entendu Guy Marius Sagna carrément contre, Seydi Gassama d'Amnesty, contre lui aussi. En tout mais cas, quel que soit les arguments qu'ils vont, en tout cas, mettre en avant, relèvent de la gestion plus ou moins de l'ancien président. Mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser deux. Il n'y a aucun président de la République qui peut exercer deux mandats sans pour autant qu'on trouve quelque chose à lui reprocher. Parce que ce sont des êtres humains. Diomaye, en 2029, les gens feront son bilan et vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses, y compris la mort de Ba. Mais Diomaye n'a jamais voulu la mort de Ba. Tout le monde, même les gémis qui étaient là-bas depuis le dimanche ne voulaient pas la mort de quelqu'un. Mais si c'est comme ça, ça veut dire qu'un ancien dirigeant ne pourra plus jamais exercer une fonction internationale. Et j'ajouterai pour terminer sur cette question, et il faudrait aussi qu'on puisse permettre une reconversion aux anciens chefs d'État. C'est ce qui facilite entre leur départ du pouvoir. Parce que quand vraiment, Macky n'est pas encore comme Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade était âgé quand il quittait le pouvoir. Macky, quel que soit X, peut encore servir. L'encourager à faire autre chose, au niveau de l'international, comme Wade avait encouragé Abdou Diouf à le faire, c'est peut-être permettre à Diomaye de pouvoir quitter le pouvoir la tête haute. Mais si opposé, à quoi ça sert? Parce que souvent aussi, c'est une sorte de revanche, de rancune. Macky Sall m'a fait quelque chose, moi, Guy Marius Sagna m'a mis en prison, il faut qu'il paye. Même chose pour les autres. J'ai l'impression que c'est cela. Alors, quand on arrive au pouvoir, il faut faire comme Wade. Wade, quand il est arrivé au pouvoir, il a oublié tous les déboires subis sous le régime socialiste. Et vous avez vu le traitement qu'il avait réservé à Abdou Diouf. Il a envoyé au Caire le représentant. Il a donné l'avion de commandement pour qu'il aille en France. Il ne l'a jamais inquiété. Il ne l'évoquait même pas. Mais je crois que c'est ça l'attitude d'un gentleman. Bon, pesons le pour, comme j'ai dit au début de mon propos, et le contre. Est-ce que Macky, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, c'est quelque chose de bénéfique pour le Sénégal et le continent, oui ou non? Si oui, oublions tout ce qu'il a eu à faire, et autrement dit, les peines subies par certaines autorités sous sa gouvernance. Alors, colonel, votre point de vue sur la question? Bon, je n'ai pas un point de vue, disons, tranché. Hein. Je crois que l'ancien président n'a pas annoncé sa candidature. Je crois que c'est vraiment un débat qui pourrait se poser s'il avait manifesté la volonté d'être candidat. Mais je crois aussi que par rapport à son bilan, il y a eu de très bonnes choses, mais actuellement aussi, il a un passif que ses détracteurs lui reprochent, notamment une dette cachée dont on a parlé, qui plombe peut-être, si c'est avéré que vraiment il a eu à vraiment, disons, jouer un rôle déterminant dans cette dette cachée. Je crois que ça compromet la vie des générations. Plusieurs générations auront encore à payer. Je crois qu'il y a eu aussi 80 morts.
c'est pas lui peut-être forcément. C'est sûr que, comme l'a dit le doyen, il n'a jamais souhaité. Mais c'est sous son régime. Est-ce que ce passif-là, il faudrait s'arrêter un jour et faire le point, disons, sans esprit de revanche, mais au moins, ça nous épargnerait, je crois, cette situation qu'on est en train de vivre. Parce qu'il y a eu des bavures policières du temps de l'ancien régime. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a plus ou moins, les tenants du pouvoir ont fait 2 ans sans s'arrêter pour dire, écoutez, on fait le point sur la sécurité. On fait le point sur comment les gens sont arrivés à faire autant de bavures. Et je crois que c'est ça la reddition des comptes. Et pouvoir interroger les gens qui ont des responsabilités, les gens qui ont peut-être leurs avis, et ensuite on tourne la page. Je crois que si on l'avait fait, peut-être qu'aujourd'hui, cette candidature dont on parle pourrait parfaitement passer, parce que moi, je n'ai pas d'état d'âme par rapport. Ça pourrait même rehausser l'image du Sénégal. Mais au moins, qu'on puisse dire, notre président, celui qui s'est acquitté de son, n'a jamais disons, à favoriser ou encourager des abus. Je crois que ce débat ne se serait pas posé si on avait fait. Il faudrait déjà que Macky Sall lui-même, en tout cas, engage sa candidature et que les 5 grands puissent l'accepter, parce que on sait que généralement ça se joue déjà autour des grandes puissances. Alors peut-être un mot pour boucler sur la transmission présumée du VIH, donc l'homosexualité, la transmission présumée du sida. On parle de réseaux constitués partie de France, au Sénégal, peut-être même dans la sous-région. Comment vous avez compris tout ça, Abdou Fouta? 2 aspects. La première chose, c'est la transmission volontaire du sida. Je crois que dans 99% des cas de transmission, ça se fait parce que l'individu ignore son statut séropositif, ou bien le cherchant, il continue en tout cas à transmettre le virus à autrui. Un peu partout où il y a eu sida, c'est le même comportement des individus irresponsables. Maintenant, pour la question des homosexuels, je crois que l'homosexualité a toujours existé dans nos sociétés. En tout cas, moi, quand j'étais gauche, on connaissait des homosexuels. Et les gens avaient même la paix avec eux. Ils étaient là, ils amusaient la galerie. Et les gens les toléraient. Je crois que c'est la surmédiatisation qui a fait que maintenant, c'est devenu un problème plus ou moins national et sociétal. Certes, je suis contre tout ce qui n'est pas naturel, par définition. Même les aliments qui ne sont pas naturels, moi, je ne les consomme pas, y compris les boissons sucrées et soda. Donc, ce que l'on connaît, en tout cas au niveau des êtres humains, c'est des hommes et des femmes. Alors, donc, se constituer en réseau pour perpétuer un vice, je crois que c'est blâmable. Et comment dirais-je, la justice doit s'en saisir et donner un exemple pour que de telles choses ne se perpétuent. Maintenant, au-delà, moi je crois aussi à la liberté individuelle, aux droits des uns et des autres. Finalement, je ne pense pas qu'il faudrait en arriver à ce niveau. Peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est... Parce que même si vous criminalisez, est-ce que ça s'arrête? Oui, est-ce que ça s'arrête? Le vol du bétail. Vous vous souvenez? La loi comment elle s'appelle, qui est décédée, le député, sur la drogue. Est-ce que ça a arrêté? Non, je crois qu'il faudrait peut-être éduquer les gens, les encadrer, plus ou moins les conscientiser, parce que, comme je l'ai dit tantôt, même dans des romans, dans des films, vous voyez qu'il y avait avant des homosexuels, et la société pouvait absorber par des ressorts leur présence.